Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à Guy de Maupassant. Mais attention, pas seulement comme un grand nom de la littérature du 19e siècle. Non, on va le voir sous un autre angle, celui d'un observateur. Un observateur impitoyable de la nature humaine, qui nous tend un miroir. Et ce qu'on y voit n'est pas toujours très joli. Au fond, toute son œuvre tourne autour de cette question. C'est le moteur de ses histoires, et c'est aussi le cœur de notre analyse. Maupassant, c'est celui qui gratte le vernis des conventions sociales pour voir ce qui se cache vraiment en dessous, derrière les masques qu'on porte tous les jours. Pour vraiment le comprendre, on va faire un petit voyage dans les recoins les plus sombres de notre psyché. On va explorer ça à travers 3 thèmes majeurs, vraiment puissants, qui reviennent sans cesse dans ses nouvelles. Le désir, l'avarice et la peur. Allez, on commence par le désir. Et chez Maupassant, il faut tout de suite oublier l'eau de rose. Le désir est rarement romantique. C'est une force brute, presque animale, et souvent, une simple transaction. L'histoire Les Sœurs Rondoli en est une parfaite et assez brutale illustration. Alors voilà Paul, c'est le compagnon de voyage du narrateur. Et cette citation, elle dit tout de lui. C'est l'idéaliste romantique par excellence. Pour lui, la femme, c'est une muse, c'est le centre de tout. C'est une vision très poétique de l'amour qui, on va le voir, va se prendre un mur. Et le mur, eh bien, c'est elle, Francesca Rondoli, rencontrée par hasard dans un train. Pendant que Paul s'enflamme, lui imagine déjà une grande histoire, elle reste de marbre. Le contraste est violent. D'un côté, l'idéaliste qui rêve de connexion, de l'autre, une femme qui semble fonctionner uniquement à l'instinct et surtout à l'indifférence la plus totale. Et tout se résume dans cette petite phrase qu'elle répète en boucle. Kemifa. À chaque tentative de séduction, à chaque mot doux de Paul, la réponse est la même. C'est plus que de l'indifférence, c'est un gouffre. Pour Maupassant, voilà la vision crue du désir. Une simple impulsion dénuée d'émotion. Une transaction où les sentiments, au fond, n'ont pas leur place. Bon, on quitte le désir pour plonger dans quelque chose d'encore plus sombre, si c'est possible, l'avarice. Et pour ça, l'histoire Le Petit Fût est un cas d'école absolument terrifiant. On y voit une cruauté, patiente, froide, calculée, qui ronge tout. Regardez la froideur de ce pacte. Ce n'est pas un contrat, c'est un pari financier sur une vie humaine. Maître Chicotte achète la ferme de la mère Magloire en Viager, ce qui veut dire qu'il parie sur sa mort la plus rapide possible pour faire une bonne affaire. La vie d'une personne est réduite à une simple variable dans une équation économique. 3. Pendant 3 longues années, la mère Magloire reste en pleine forme. Chaque mois, elle encaisse ses 50 francs et Chicot, lui, il commence à bouillir. Il a l'impression de se faire avoir, de se faire voler. Son avarice se transforme peu à peu en une haine pure et simple. Et c'est là que le plan machiavélique se met en marche. Fini d'attendre, Chicot décide d'agir. Il repère une faille chez la vieille dame, son petit faible pour l'alcool, et il va l'exploiter de manière méthodique, presque scientifique. Il ne la tue pas avec ses mains, non, il la pousse juste, très subtilement, vers la tombe pour s'assurer de récupérer son investissement. Et voilà la conclusion. Glaçante. Après la mort de la mère Magloire, Chicot récupère enfin la ferme. Et sa remarque finale, elle est dénuée de tout remords, de toute humanité. C'est la phrase d'un homme d'affaires content de son placement, et rien de plus. Le cynisme est total. La cruauté a été justifiée par le profit. On arrive au dernier thème, et c'est peut-être le plus troublant, la peur. Mais attention, pas la peur des fantômes ou des monstres sous le lit. Non, chez Maupassant, la vraie terreur, c'est la peur de la fragilité de notre propre esprit. Et l'histoire, lui, en est l'exploration la plus angoissante. Tout commence par cet aveu. Un véritable choc. Le narrateur est un homme qui méprise l'idée même du mariage. Il trouve ça absurde. Et pourtant, il va se marier. Pourquoi ? Pour une seule et unique raison, une terreur panique de la solitude. Ce n'est pas un acte d'amour, c'est un acte de pur désespoir. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, tout bascule en une seule soirée. Le narrateur rentre chez lui et il a une hallucination. Il voit quelqu'un, une silhouette, assise dans son fauteuil. La vision dure à peine une seconde, mais c'est assez. Assez pour faire voler en éclats sa perception du réel. Après ça, ce n'est même plus l'apparition qui le hante, c'est la simple possibilité qu'elle revienne. Son propre esprit est devenu sa prison. Et on touche au cœur du problème avec cette phrase. Le véritable monstre, il n'est pas dehors, c'est la peur elle-même, cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. C'est la peur de perdre la raison, que son propre esprit lui échappe. Le danger, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Alors, si on rassemble ces 3 histoires, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une sorte de diagnostic de la condition humaine vue par Maupassant. Et c'est un diagnostic
sans la moindre concession. Au fond, ce que ces récits nous disent, c'est que derrière les apparences, les pulsions primitives sont reines. Que ce soit l'indifférence glaciale de Francesca, la cupidité calculatrice de Chico ou la terreur mentale du narrateur de lui, les belles façades sociales craquent pour révéler des instincts bruts qui nous gouvernent. Et c'est une observation qui, plus d'un siècle plus tard, résonne de façon assez troublante. La question finale reste donc ouverte. Cette vision de l'humanité, si cynique, mais en même temps si incroyablement perspicace, est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui? Quand on regarde dans ce miroir pas très flatteur que nous tend Maupassant, qu'est-ce qu'on y voit de nous-mêmes? Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas?